Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, je reçois un personnage hors norme. Je reçois un homme qui passe sa vie dans la mer. Comme c'est un homme d'exception, on va faire une émission en deux parties. Une, c'était pas assez. Bonjour, Mario C. Salut, Jean-François. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, ça me fait plaisir. C'est vraiment Pour plaisir. donner une idée à nos spectateurs à la maison, je vais donner ton CV en chiffres. OK? Je vais commencer par dire que tu es un artiste, tu es un explorateur, un plongeur, un caméraman et un photographe. Ça part plutôt bien. Oui. Tu as plus de 12 000 plongées sur tous les continents dans 57 pays différents. Tu as participé à plus de 150 films et documentaires. On a pu voir tes images à la National Geographic, à la BBC, à Discovery Channel, à Disney et à IMAX. Pas pire comme CV. Oui, mais ça aussi, ça prouve que ça fait longtemps que je roule, là. Il y a ça aussi, C'est il y a un de double ça tranchant. aussi. Puis dernièrement, on t'a vu à la télévision, pour les gens qui se demandent où ils t'ont vu, à la Syrie, un homme à la mer. Un homme à la main, oui, avec France Baudouin sur Radio-Canada. Puis Oui. c'était chez vous en plus. Oui, c'est ça qui a été intéressant, c'est ça qui a été le fun, parce que ça a été 4 émissions qui ont été faites à partir des îles, là. C'est bien. Fait que je sais aussi que tu présentes une conférence Les yeux de la mer où tu parles de ta carrière. C'est d'ailleurs là que j'ai appris que tu as commencé à prendre des images sous l'eau d'une façon un peu hasardeuse. Tu n'étais pas supposé faire Ben ça. non, c'est ça, parce que, en fait, comme moi, j'étais ce qu'on appelle plongeur commercial, donc c'était ça qui était mon travail. Je travaillais en plongée sous-marine pour construire des quais, construire des ponts, travailler sous les bateaux, puis à un moment donné, m'est arrivé une équipe de la Californie, à Discovery, pour justement tourner des images de phoques du Groenland, puis il y avait besoin d'un guide. Donc, il y avait besoin de quelqu'un qui était habitué d'être dans l'eau froide, habitué dans les glaces et qui connaissait les phoques. Donc, je dirais que j'étais l'homme tout désigné. L'homme de la situation. Oui, le fait de vivre aux îles, donc pour moi, c'était quelque chose qui était tout à fait normal. Et donc, quand on est arrivé sur la banquise, parce qu'on voyageait en hélicoptère, donc, et on est arrivé sur les glaces et j'ai plongé avec le caméraman sous-marin. Et bien sûr, il venait du sud, donc il venait de l'eau chaude. Puis au bout de quelques minutes, au bout de 10-15 minutes, il y avait les doigts gelés, les pieds gelés. Puis il me faisait signe qu'il avait froid parce qu'on peut communiquer sous l'eau par signaux. Et donc, il remonte. OK, parce que tu étais déjà sous l'eau Oui, avec lui. on était déjà en dessous. Puis ça faisait pas tellement longtemps. Moi, en tout cas, moi, je trouvais qu'on venait de commencer la plongée. commençais à être juste, Puis c'est ça. Donc, il y avait froid, puis on sortait de l'eau pour se réchauffer. Ça prenait une demi-heure, une quarantaine de minutes. Puis là, on tournait dans l'eau, puis ça recommençait encore. Tout ça pour qu'au bout de 3-4 jours, en fait, il n'y avait presque pas d'image de fête parce que passait plus de temps à l'extérieur. À rentrer par sortir. Et c'est-à-dire que le réalisateur, il y a une espèce de panique qui s'est installée parce que là, il voyait bien qu'il n'y avait pas grande image. Moi, je voyais ça aller, puis à un moment donné, j'ai tout simplement dit, montrez-moi comment la caméra marche. Et quand le caméraman va sortir de l'eau pour se réchauffer, moi, je vais continuer à faire des images. Et bien sûr, dès qu'il va revenir, je vais lui donner à nouveau la caméra. Et c'est vraiment comme ça, tout à fait par hasard, que j'ai commencé à faire mes premières images. Fait qu'on pourrait dire que tu as commencé ta carrière à cause des gens de la Californie qui étaient trop Oui, frileux. qui avait trop froid. Exactement. Ça a bien C'est ça. Des fois, tombé. le hasard fait bien les choses, comme on dit. Oui, dans ce cas-ci, en tout cas. Ce que j'aimerais qu'on fasse pour mettre les gens en contexte, c'est qu'on va regarder quelques-unes de tes photos. Ah, parfait. Ça va nous Oui. donner une bonne idée de ce que tu fais. OK, parfait. Fait que ça, évidemment, que c'est toi qui arrives. C'est-à-dire que là, on est dans l'Arctique, puis cette photo-là, mais si on regarde bien sur la tuque, sur le bonhomme, il y a plein de moustiques parce que Ouais, il y a ça m'a surpris. énormément de moustiques dans l'Arctique l'été, tout dépendamment de l'endroit. Parce qu'il faut bien comprendre ici qu'on est à la mi-juillet. Donc, c'est le temps le plus chaud dans l'Arctique de l'année. Et justement, quand on est près pas sur la glace comme telle, mais quand on est près de la rive, auprès où il y a de la terre, bien sûr, il y a énormément de moustiques, là. D'accord. Ici, ça, c'était au large des îles de la Madeleine. Donc, on est justement dans les phoques du Groenland. Mais c'est pas une photo qui est, je pense, ça fait à peu près un an. OK. Et donc, tout simplement pour montrer un peu comment on est habillé. Parce que les gens pensent souvent, le fait d'être dans l'eau froide et sous la glace, qu'on a, excusez l'anglicisme, des full face, des masques pleins. Moi, j'étais le premier à croire ça. Non, on a quand même des parties de la peau qui est directement dans l'eau à moins 1 degré, là.
Ici, on est à un endroit qui s'appelle White Island, encore une fois dans l'Arctique, où cette photo-là, elle a été prise vraiment, je dirais, par surprise, parce que j'étais dans l'eau, caché derrière des grosses roches pour filmer des bancs de morses qui passaient. OK. Et bon, les morses, c'est une espèce grégaire, justement, qui est très collée les unes sur les autres. Et quand ce troupeau-là a passé, bien, pour moi, c'était terminé. Donc, il était rendu un peu plus loin. Puis quand je suis sorti, mais il y avait un retardataire, donc il y avait un autre morse qui s'en venait par en arrière. Donc, on s'est trouvé un peu face à face. Puis je regarde, excuse-moi de t'avoir coupé, je regarde ton objectif, t'es très près, là. Ah oui, oui, ça, c'est vraiment, je dirais, je suis peut-être à 2 mètres, là. Parce que moi, je travaille beaucoup avec, bon, je dirais, mon objectif de prédilection, c'est la 20 mm. Qui est l'équivalent sur la Terre, là, où il y a une différence. Non, c'est sûr que moi, c'est une 20 mm qui doit donner peut-être à peu près 24. Là, je ne sais pas exactement mais on au niveau. s'entend qu'on Oui, c'est ça. On est proche. près. On est très, très près. Parce que je travaille avec des gros animaux, que ce soit des morses ou des phoques ou des ours polaires ou des narwhals. Donc, c'est sûr que c'est quand même assez large. Et en même temps, c'est pour moi, je dirais que c'est l'objectif que il faut toujours essayer de voir, de trouver quelque chose qui peut être le plus conforme et le versatile, c'est ça en même temps. Et pour moi, ça reste que c'est ça, c'est la 20 mm. On s'entend que tu peux pas changer de lentille au-dessus de l'eau. Non, c'est ça. C'est c'est arrivé quand même à quelques reprises où on va faire des plans avec, mettons, une 16, puis ensuite on va descendre avec une 35. Mais tu descends jamais avec 2 caméras? Non, c'est très, très, très rare. C'est très rare. Sauf, des fois, en photo, ça peut arriver quand même, là, mais c'est quand même assez rare. Parce que, premièrement, c'est quand même assez court et c'est embarrassant. Quand je vais descendre avec une deuxième, mais souvent, je vais me l'accrocher, puis là, je vais changer au fur et à mesure. Mais maintenant, c'est pas ce que je privilégie, là. Puis tu vas être à l'aise aussi, j'imagine, tes déplacements, puis comme tu dis, c'est affaire à te cacher, à rentrer dans des crevasses. C'est ça, que ça soit derrière des roches ou sous la banquise, ou donc... il y a beaucoup de déplacements, donc il faut quand même avoir une certaine liberté de mouvement aussi. Là. Aussi. Ouais. Ici, bien, écoute, c'est une photo qui est assez facile. Hein? On est à Crystal Lake, donc c'est en Floride. Oui, tout le monde a ça dans son album de photos. Non, mais c'est un Lamentin. Le Lamentin, c'est des grosses patates. Là. C'est tellement... ça a l'air doux. Non, c'est très, très doux. Premièrement, c'est des végétariens, ça mange des algues. Fait que déjà là, donc, c'est pas des carnivores. Partie de leur menu. Déjà là, on est assuré. Puis, écoute, on voit les nageoires là, de chaque bar. Ça arrivait assez souvent où ils viennent te prendre dans ces nageoires pour te faire. Et tu sens la chaleur de vraiment fait de qu'ils font vraiment dans le geste oui, parce que tu n'as pas le droit... c'est un parc et tu n'as pas le droit de vraiment nager vers les animaux, puis les approcher, puis les toucher. Mais des fois, tu es complètement arrêté, puis c'est eux qui viennent. Donc, un peu comme les tortues. C'est ça. Mais c'est extraordinaire. Puis vraiment, c'est la première fois que ma blonde venait avec moi dans l'eau avec des animaux, parce que tellement... Puis même, elle n'était pas sûre de son coup au début, là. Bien, ça a l'air assez massif, hein? Ouais, je veux dire, c'est impressionnant. Très gros, très massif, mais très doux. Je dirais que pour les jeunes, pour les enfants qui commencent avec des animaux, là, c'est vraiment l'animal parfait, là. D'accord. Celle-là, c'est différent un peu. Ça a l'air doux. Donc, c'est un ours polaire, bien sûr. Puis, je voulais me montrer, parce qu'on voit que la tête est complètement différente, mais c'est tout simplement parce qu'il a mangé un phoque avant, et c'est du sang qui est collé sur son poil, sur sa tête. Mais je m'en suis souvent servi pour expliquer qu'il y a une nouvelle espèce hybride présentement qu'on appelle des Peasley, qui est issue d'une mère ours polaire et d'un père grizzly ou le contraire. Et quand on voit justement cette espèce hybride-là, mais souvent on va les voir blancs m'attachés de brun ou brun m'attachés de blanc. Puis c'était pas la réalité, je l'expliquais quand même, mais on voit c'est ça. Qu'est-ce que ça peut ressembler là? Est-ce que je dois comprendre que tu n'en as pas vu ou tu n'en as pas photographié? Non, j'en ai pas photographié. C'est très, 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 très rare. Il y en a un qui a été tué par des chasseurs et qui a été empaillé. Donc, c'est à peu près la seule photo qu'on voit présentement. Parce que il y en a peut-être une vingtaine, une trentaine, une quarantaine. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça fait juste commencer depuis une dizaine d'années. Et ce qui est assez exceptionnel, parce que les ours polaires, ce sont des descendants des grizzlies. Donc, les petits peuvent avoir des petits.
Donc, on commence à avoir une Contrairement aux deuxième. baleines. Exactement, parce qu'une baleine à bosse, c'est un bon point. Une baleine à bosse peut avoir un petit avec une baleine bleue, mais elle va en avoir un. Ça s'arrête là, il n'y aura pas d'autres descendants. Nos fameuses leçons de biologie. Quand il nous a d'écouter, vous voyez. Mais au niveau de l'espèce hybride, le fait que ce soit les mêmes ancêtres, on va dire, OK. ils sont capables d'avoir des petits qui vont avoir des petits. Donc, on est en train de créer une nouvelle race. Oui, on est prêt de créer cette espèce hybride-là, et même certains scientifiques nous disent que c'est probablement la voie que vont prendre les ours polaires pour survivre, parce que si on continue à faire disparaître la glace comme ça, on sait qu'un ours polaire, c'est extraordinaire, mais ils se sont développés sur des milliers d'années pour attraper leur nourriture, donc leur nourriture de base qui sont les phoques sur la banquise. Oui, c'est ça. Ça fait que là, tout leur développement, comment ils vont nager, comment ils vont courir, ils sont capables c'est-à-dire de courir sur la glace en sortant leurs griffes pour mieux s'agripper, mais quand il va approcher d'un trou, c'est des griffes qui sont rétractables, donc il va juste marcher sur les coussins pour ne pas faire de bruit. Tout ce développement-là, c'est fait pour travailler sur la glace. De la glace, il y en a de moins en moins, donc ça leur donne la difficulté d'aller chercher leur nourriture. Et il faut qu'ils s'adaptent sur des dizaines d'années. Là. Présentement, à la vitesse grand V. Là. Beaucoup. Puis j'ai sélectionné cette photo-là parce que je me disais, t'aurais pu t'étirer le bras puis le flatter. Oui. Vraiment collé là, ou je suis c'est vraiment... une illusion optique? Parce qu'elle a l'air assez près. Moi, je sais pas. Non, ça, c'est très, très, très près. C'est peut-être à 3 mètres à peu près, là. 2 mètres, 3 mètres. Là. Mais tes approches, et où la ligne que tu dis, oups, ou Ben, là, le fait qu'il ait mangé? La ligne, elle est là. La ligne, elle est vraiment, je dirais, à peu près à 2 mètres. Et bien sûr, quand un ours polaire comme ça... Mais si on le regarde bien, là, il y a de l'air très doux aussi. Hein? Faut comprendre quelque chose. Chez les animaux, chez les mammifères marins, ils ont des caractères comme les humains. OK? Parce qu'on a la fâcheuse habitude, nous, les humains, quand on voit une espèce, qu'on garde des phoques sur une banquise ou des ours polaires, on pense qu'ils sont tous identiques, puis ils ont tous le même système, et c'est complètement différent. C'est comme les humains. Ce qui veut dire qu'il y en a qui sont sympathiques, il y en a qui sont antipathiques, il y en a qui mangent plus, il y en a qui mangent moins. On va tout trouver ces caractéristiques-là. Et c'est sûr que pour moi, premièrement, c'est un jeune mâle, donc c'est vraiment un très, très jeune ours polaire, là, qui a peut-être 3 ans, 4 ans, peut-être plus. Et ils sont souvent moins dangereux que les gros mâles, toutes balafrés ou toutes... Oui, ça nous donne une indication aussi qu'ils aiment ça. Oui, et aussi pour nous, mais aujourd'hui, pour moi, les plus dangereux, ce sont les chétifs. Donc, ceux qui ont juste la peau et les os, parce qu'ils savent que s'ils ne mangent pas dans une semaine, dans une couple de jours, mais ils vont mourir. Puis ils savent, là. Fait qu'eux autres sont prêts à tout. Donc, il faut toujours être sur nos gardes. Mais ça reste que même si je dis qu'il y a des caractères différents, je suis toujours prêt à descendre à toute vitesse vers le fond. Donc, dès qu'il y a une attaque... Parce que c'est ça, on s'entend, il n'y a pas de cours ours polaire 101. Non. Puis tu l'apprends à la dure. Et oui, je l'apprends à la dure. Puis c'est comme je dis, c'est que tu peux pas... Il n'y a pas une ligne de conduite qui est uniforme. Ça prend vraiment les examiner puis voir un peu comment il va réagir, puis ne jamais baisser les armes, donc de ne pas croire qu'il est doux puis il n'y a pas de danger. Non, il est doux, mais il peut devenir... Il peut avoir une stratégie aussi derrière ça. Oui, c'est certain. Et c'est pour ça que des fois, on a des surprises, mais pour moi, c'est qu'il faut toujours que j'ai une porte de sortie qui soit... puis il faut que j'agisse rapidement. On va y aller avec une dernière. Bon, ici, c'est un phoque avec des moustaches. Ça représente bien de la plongée. Oui, ça représente surtout qu'il faisait moins 35 degrés. Moins 35 seulement. C'est Parce que je dis toujours, quand les moustaches des phoques gèlent, là, ça veut dire qu'il fait froid. Ah oui, c'est ton indice, t'as pas besoin de thermomètre. Non, c'est très, très, très froid parce que c'est certain que le phoque va plonger, puis il va sortir à la surface. Bon, avant de sortir complètement, il va faire comme un 360 degrés, puis être certain qu'il n'y a rien aux alentours pour pouvoir que ça soit sécuritaire pour lui. Et dans l'espace, des fois, de 30 secondes, 45 secondes, mais les moustaches sont gelées comme ça. Là. Fait que toi, tu les attends, tu sais qu'ils vont sortir à un moment donné. Ah oui, moi, c'est certain, c'est sûr que c'est... Il n'y a pas le choix, il faut aussi, c'est ça, les mammifères, il faut qu'ils viennent respirer. Il n'y a pas le choix.
le premier en 1991 à avoir filmé des images sous-marines des morses en Arctique. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Parce que moi, la première question qui me vient à l'esprit, comment ça fait que ça n'a pas été fait avant 1991? Oui, parce que justement, c'était très dangereux. C'était très dangereux, mais on OK. ne connaissait pas ça. Donc, ça, c'est vraiment. Moi, j'ai commencé à faire mes premières images, comme j'ai dit tantôt, tout à fait par hasard en 84. Et par la suite, il y a eu d'autres expériences. Donc, je faisais 1-2 tournages par année, mais je restais quand même à faire de la plongée commerciale. Et en 1991, j'ai eu un appel de National Geographic, justement, pour savoir si ça m'intéresserait d'aller chercher des images de morses sous l'eau. Oui. Parce que comme il y avait plein d'images en surface, mais il n'y avait rien qui existait sous l'eau. Puis je dis souvent que c'était probablement inconsciemment le téléphone que j'attendais. Parce que, tu sais, quand tu fais 1-2 tournages par année, tu ne peux pas vivre avec ça. Tu es obligé de faire autre chose. Ou à peu près. Puis là, ben, c'est quand même National Geographic. Donc, et c'est un gros contrat. C'est un contrat de 5 semaines qui est assez long. C'est dans l'Arctique. Et je dirais, sans trop réfléchir, j'ai accepté en disant, ben oui, je suis votre homme, puis il n'y a pas de problème. Puis je vais aller vous chercher ces images-là, jusqu'à temps que je commence à analyser un peu. Mais tu ne savais pas dans quoi tu t'embarquais Pas du quand tout. tu as dit oui, Pas du là, tout, c'est parce que la National Geographic, il n'y a pas de problème, on va vous faire ça. Ben, c'est ça. Puis c'est surtout que pour moi, un morse, de ce que j'en avais entendu, c'était un peu comme un gros phoque avec des grosses dents. Ben, tu sais, pas plus compliqué que ça. Je savais pas que c'était des espèces grégaires. Je savais pas comment ils mangeaient. Je savais pas non plus comment ils protégeaient leurs petits. C'est toutes des choses que j'ai appris sur le tas par après. Mais dès que j'ai eu ce téléphone-là, je suis allé voir mon voisin, donc Jean-François Proulx, qui est un médecin qui travaille dans l'Arctique, donc qui connaît bien l'Arctique. C'est ça sa vie. Il va passer un mois dans le village, il revient. Puis là, quand je lui dis, bien, je m'en vais tourner des images dans l'Arctique pour National Geographic et qu'il me demande qu'est-ce que je m'en vais tourner. Puis je lui dis, bien, je m'en vais tourner des morses parce qu'il n'y a aucune image qui existe sous l'eau. Là, la face y a tombé, puis il m'a dit, mais tu t'es pas demandé pourquoi il n'y a aucune image qui existe sous l'eau. C'est parce que c'est dangereux. Lui avait entendu. Mais tout ça aussi pour bien comprendre que les Inuits ont des mythes, ont des histoires, et pour eux, les morses, mais ça fait partie il y a une déesse inuit qui s'appelle Sedna. Quand on parle du Sednakat, le voilier, ça vient directement de la déesse Sedna, qu'elle prenait des morses parce que c'est gros puis c'est fort, puis elle les envoyait pour attraper des chasseurs inuits sur la glace, pour les ramener en dessous de la glace pour en faire d'autres phoques ou d'autres morses. Ce qui est bien sûr que pour eux, le fait de plonger directement avec les morses, c'est un suicide, ça ne marche pas. Et bon, là, on a décortiqué tout ça, mais on me disait tellement... Pour toi, c'était toujours juste de la légende. Oui, là, ça, c'était de la légende. Ça fait que ça t'a même pas dit que dans quoi je viens de m'embarquer, là. Non. Ben, c'est surtout quand même, quand je lisais, parce que là, je me suis mis à m'intéresser, à ça. m'apercevoir que ça pouvait peser l'aimant 1,5 tonne. On parle de 3000 livres. Donc, tu vois que c'est immense, c'est gros, c'est puissant. Ça peut rester une douzaine de minutes sous l'eau. Et là, j'ai convaincu National Geographic d'amener une cage à requins, sachant très bien que ça peut bien être dangereux. Parce qu'eux autres, ils étaient prêts à te lancer dans l'eau. En tout cas, au moins, oui, c'était ça qui était un peu d'aller voir directement, voir la possibilité d'aller chercher ces images-là. Et c'est vraiment comme ça, tout à fait, là, dans la cage à requins, que les premiers morses a fait le tour. Mais pour moi, c'était pas convaincant parce que... Ça doit dur prendre des images dans une cage. Oui, c'est ça. Puis c'est beau parce que tu étudies un peu au moins la vitesse qu'il nage, comment il fonctionne dans l'eau. Donc, c'est une bonne école, mettons. Oui. Mais c'est sûr que quand on regardait les images, c'était pas extraordinaire parce que c'était plein de barreaux. Et au bout de quelques jours, ben là, j'ai ouvert la porte de la cage pour me mettre vraiment collé sur la cage, là, parce que je restais toujours avec une main et dès qu'un morse s'en venait, je rentrais à l'extérieur. Mais c'est comme ça vraiment tout à fait aussi qu'on est allé chercher ces fameuses images-là. Là. Tu as été aussi le premier, puis ça m'a surpris, à filmer des ours polaires sous l'eau. J'imagine que c'est un peu pour les mêmes raisons. La première équipe, parce que en 2009, on nous a envoyés, on était 3, pour aller voir est-ce que c'est possible d'aller chercher des images d'ours polaires dans l'eau. Et par avant, ce que j'avais essayé, c'était de me faire attacher en arrière d'un petit bateau, puis de me faire tracter, en fait, compte.
habillé en plongée, avec la caméra, puis passer à côté des ours polaires. Mais tu sais, quand tu bouges puis que tu es traité comme ça, donc c'est la pression, c'est le bouillant de l'eau. Jamais été capable d'aller chercher des images qui étaient super belles. C'est ça. Des fois 2-3 secondes, mais c'était impossible. Et donc, en 2009, on a commencé à aller on est allé à un endroit qui s'appelle Rippers Bay, où c'est vraiment une route migratoire extraordinaire des ours polaires. Et on s'en a aperçu, on a calculé, ça nage à telle vitesse. Ils ne plongent pas toutes, comme je disais tantôt, il y a des caractères différents. Il y en a qui plongent, il y en a qui ne plongent pas. Ceux qui plongent, ils peuvent rester quoi, 1 minute et demie, 2 minutes sous l'eau, en apnée. Ceux qui, la profondeur, c'est de voir, on ne pense pas qu'ils descendent beaucoup plus que 4 mètres ou 5 mètres de profondeur, mais est-ce qu'ils sont capables d'aller? On ne le sait pas. Mais au moins, on a des données de base. Et ce qu'on s'en a aperçu, qui était assez intéressant, c'est que lorsqu'il y avait des ours polaires qui étaient près de la côte ou de la glace, puis qu'il y avait des phoques qui passaient, il y avait une tentative pour les attraper, parce qu'ils savent que s'ils les attrapent, ils vont les embarquer sur la glace ou sur la terre pour les bouffer par après. Par contre, quand ils sont au large, qu'il n'y a pas de glace, qu'il n'y a pas de terre au proche, et qu'il y avait des phoques qui passaient, mais ils s'en occupaient même pas. Parce qu'ils sont trop loin, ils nagent avec les pattes avant. Fait que même s'ils seraient capables d'attraper, ils ne sont plus capables de bouger par après. Ils savent tout ça. Et c'est là qu'on s'est dit, mais peut-être qu'il y a moyen de se faire passer pour un phoque au large, puis qu'il y a moyen d'aller tourner des images. Donc, c'est vraiment comme ça. Fait que tu écris le livre à mesure, si je comprends bien, comment approcher un ours. C'est-à-dire que oui, parce que là... C'est beaucoup d'observation. C'est de l'observation. C'est ta peau, là. Plein de choses. Tu sais, j'ai eu la frousse aussi, là. Tu sais, j'ai plein de... J'imagine. On fait pas ça, c'est pas parce que je suis plus brave ou que je suis... j'ai eu peur. C'est un challenge aussi. Par contre, c'est un challenge, c'est un beau défi. Ça a failli pas marcher parce qu'on était rendu presque à la fin de notre séjour, puis il n'y avait pas d'image encore. Il a fallu vraiment que je me parle et que je me dise, non, il faut que tu y ailles, il faut que tu restes plus longtemps en surface pour que l'ours s'approche de toi, que tu ne descendes pas trop profond non plus pour pouvoir te permettre d'aller chercher ces fameuses images-là. Et ça a marché. Comme ça aurait pu pas marcher aussi, il y a eu une part de chance dans tout ça. Au moins, on avait un amorce. Puis là, avec les images qu'on avait faites et ce qu'on avait appris comme information, et en discutant après ça avec les scientifiques, on s'en est aperçu, les ours polaires, ils ont les mêmes barotraumatismes que nous au niveau des oreilles. Donc, eux aussi, ils ne descendront pas plus que 4-5 mètres. Ils ne sont pas capables de faire ce qu'on appelle le valsalva, donc on fait en plongée. Donc, les ours polaires ne sont pas capables de faire ça. Donc, ils vont descendre jusqu'à une certaine profondeur. Il a tellement mal aux oreilles après qu'il va arrêter, puis ensuite, il va revenir à la surface. Là. Puis où j'ai été surpris quand j'ai lu ton livre, c'est que tu disais que les ours polaires sont moins dangereux que les morses. C'est-à-dire que pour moi, j'aime mieux. C'est pas une question. J'ai plus. Je dirais, j'ai plus de facilité où j'aime mieux m'approcher des ours polaires que des morses. Premièrement, il y a deux choses qui sont complètement différentes. C'est que les ours polaires, quand tu plonges avec, il y en a un. Les morses, il y en a 300. Okay? Déjà là, ça fait toute une différence. Il faut que tu surveilles ça de façon complètement différente. Et aussi, c'est que les ours polaires, tu vas le surveiller. Il y a des limites. Mettons qu'ils ne sont pas capables de plus de descendre qu'à 5 mètres, tandis que les morses, ils peuvent descendre à 100 mètres sans aucun problème. Fait qu'ils peuvent venir te chercher n'importe où dans la colonne d'eau. Et aussi, les morses, les mâles dominants, mais c'est un peu comme un bélier. Il va attaquer avec le dessus de la tête. Il y a des harems, donc il y a des femelles, et il va complètement libérer le champ pour que les femelles puis les petits puissent passer par après. Donc, si tu te retrouves dans cette colonne d'eau-là, c'est bien de valeur, mais il va venir t'attaquer automatiquement. Tandis que les ours polaires ne vont pas t'attaquer automatiquement là, comme ça. Là. Parfait. J'aimerais ça qu'on revienne à la photographie parce que j'aimerais que tu nous expliques un peu comment tu travailles avec les contraintes qui sont liées à la plongée. Ici, je vais parler des conséquences physiques optiques, la réfraction. Ouais. On va avoir une perte des couleurs. On s'entend que plus on descend, plus on perd la couleur. Ouais. Puis il y a aussi qu'il faut régler les distances. Les distances dans l'eau ne sont pas les mêmes qu'à l'extérieur de l'eau. Ouais. On gère ça comment à l'intérieur? Bon, premièrement, c'est sûr que je vais toujours amener de la lumière avec moi. Okay? Pour redonner la vraie couleur, là, parce que, comme tu disais, les couleurs disparaissent, le rouge, l'orange, le jaune. Et donc, dès qu'on est sous l'eau, on va allumer nos lumières et n'importe quelle bébite qu'on va filmer, moi, va avoir la couleur, ou photographier, va avoir la couleur réelle. Originale. Après ça, mais sous l'eau, tout ce qu'on va y voir, tous les objets ou tous les animaux paraissent 1/3 de fois plus gros et aussi 1/3 de fois plus près.
Ça veut dire que ça aussi, il faut qu'il y ait des ajustements pour pouvoir aller chercher la meilleure qualité d'image possible. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les capteurs qu'on a aussi, avec, c'est 100 fois mieux que ça. Écoute, quand j'ai commencé avec les fameuses diapos, j'en ai jeté, hein? J'en ai jeté, puis j'en ai jeté les diapos. Comme aujourd'hui, avec le numérique, bien sûr, qu'on va prendre 500 photos, puis il va en avoir une ou deux de bonnes, bien, c'est sûr que c'est tout à fait normal, là. Mais je dirais qu'il y a une méchante évolution, là, au niveau des tournages, au niveau de la photo aussi. Justement, j'aimerais ça qu'on regarde d'autres de tes photos. Oui, ça, c'est des choses que je commence à aimer de plus en plus, ce qu'on appelle le mi-air, donc, et en plongée, c'est certain la grosse difficulté, mais c'est soit la buée ou soit l'eau qui va couler sur la lentille. C'est pas la lentille, mais direct le hublot, la température. Et il faut que tu fasses ta photo dès que tu sors de l'eau. Tu peux pas attendre au bout de 4-5 secondes. C'est là où on redescend. Ouais, exactement. Fait que souvent, on va replonger la caméra dans l'eau, puis on va la sortir. Mais ça donne des choses intéressantes parce qu'on voit directement dans l'élément où est l'animal comme tel. Ouais. Ici, c'est la même chose. On est avec un jeune phoque, qui a peut-être à peu près une vingtaine de jours. Mais on voit comment c'est plat sur le dessus, mais on voit toute la structure de la glace sous l'eau. Fait que ça, c'est intéressant pour les gens qui veulent le voir, veulent comprendre un peu comment ça fonctionne. Parce que quand on est en mer, parce que cette photo-là a été prise au large, donc en plein océan, la glace est complètement différente que sur un lac. Sur un lac, la glace va geler. Et quand on va être en dessous, c'est comme le plafond. C'est complètement droit. Mais j'ai déjà vu en mer jusqu'à peu près, pas loin, là, à peu près 15 mètres d'épaisseur de glace qui est toute empilotée les unes sur les autres. Donc, ça fait des cavernes, ça fait c'est des structures qui est quand même intéressante, mais on la comprend mieux comme ça. Ah oui, c'est un autre monde complètement. On la comprend mieux avec cette photo-là, mi-haut, là. Une petite dernière. Oui, ici, c'est une morse du côté de Walrus Island, donc dans la baie du Tisson. Et c'est une mer avec son petit. Les couleurs sont pas... on voit là comment ils viennent prendre presque la couleur de la roche. Mais écoute, ils sont très protectrices. Hein? Les mères vont rester avec leur petit pendant 2 ans. On va les allaiter pendant 2 ans. Et on voit là vraiment qu'il va se tenir très, 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 très près. Et souvent, quand la mère elle est petite, parce que, encore une fois, c'est une espèce grégaire, ils vivent en troupeau, 150, 200, la mère va vivre comme en parallèle de ce troupeau-là. Elle ne va jamais être loin, mais souvent, elle ne sera pas directement dans le troupeau parce que c'est dangereux de faire écraser son petit. Parce que quand il décide d'aller dans l'eau, ils partent tout à la fois, puis il va descendre, donc il déboule, et donc ce serait dangereux de se faire écraser les petits. Et c'est la même chose sur la glace. Souvent, on va avoir une énorme glace avec plein le troupeau gros, puis la glace qui est à côté avec 2-3 mères avec des petits, là. Bien, merci beaucoup. C'est donc la fin de la première partie de notre émission spéciale avec Mario Cyr. Je vous invite à suivre la deuxième partie la semaine prochaine. Ce que vous avez vu jusqu'à date, c'est rien à comparer de ce qui s'en vient. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Merci.